Ces violences concernent aussi les commerçants qui n'en peuvent plus et qui crient leur ras-le-bol ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Marcel Bénézé est avec nous, président de la branche des cafés, bars, brasseries du groupement national des indépendants. Marcel Bénézé, bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour. Vous en avez ras-le-bol, Marcel Bénézé? Là, c'est aujourd'hui le ramassage des poubelles ce qui fait déborder le vase, parce qu'aujourd'hui, nos restaurateurs, nos hôteliers, c'est les annulations en masse. Nous avons un problème, nous sommes pris dans une espèce de tourbillon avec, nous avons pas que les manifestations, nous avons les dettes à rembourser, les PGE, le report des charges, nous avons l'énergie. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le loyer, l'énergie coûte beaucoup plus cher que le loyer. Nous avons, aujourd'hui, on a besoin de travailler et voilà qu'on est condamné à fermer nos établissements dans des quartiers comme l'Opéra et d'autres quartiers de Paris. Et les touristes, les annulations, les touristes ne veulent plus venir à Paris parce qu'il y a des manifestations, les métros ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, nous avons des rendez-vous avec des rendez-vous importants, le rugby, à cette année, l'année prochaine, les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, quand on parle aux commerçants, moi je suis élu à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, et quand on parle aux commerçants des JO, mais ils disent les JO, ils s'en foutent des JO. Ce qu'ils veulent, c'est travailler aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si ça continue dans ce sens, on n'aurait même plus un hôtel et un restaurant ouvert pour les Jeux Olympiques. La situation est dramatique. J'en appelle à l'État pour le problème de l'énergie. Les contrats, pour faire tomber ces contrats en Espagne, on ne paye pas l'énergie le même prix qu'en France. Nous avons payé les centrales nucléaires avec l'argent des contribuables et aujourd'hui on nous demande de les payer une troisième fois. Aujourd'hui, il y a un ras-le-bol dans la profession. La situation est très, 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 très grave. Oui, la situation. J'ai un coup de gueule vraiment très important. Vous entendez certains leaders politiques ou syndicaux dire qu'il faut bloquer le pays. Non, mais par contre, on a 3 000 milliards de dettes, monsieur. Qui va les payer? C'est nos jeunes qui vont les payer. Qui étaient dans les manifestations hier, c'est eux qui vont les payer. C'est 3 000 milliards de dettes. Mais vous vous rendez compte ce que c'est? On a besoin de travailler. On a besoin de faire des efforts. Et là, on est en train de mettre un pays à genoux. Complètement à genoux. Bien, Marcel Bénézé, restez avec nous parce que ce qui est vrai à Paris est vrai ailleurs, en province, dans de nombreuses villes. Tiens, à Marseille, par exemple, Delphine est avec nous. Bonjour Delphine. Oui, bonjour. Vous êtes restauratrice sur le Vieux-Port. Oui. C'est une catastrophe depuis quelques jours. Je rejoins complètement ce que dit M. Bénézé. Ça fait 28 ans que je suis restaurant sur le Vieux-Port. Oui. Là, c'est dramatique. Hier midi, j'ai fait 3 tables de 2. Oui. Je fais 6 couverts, j'en fais une 60aine d'habitude, je fais 10 fois moins. Tous les jours, j'ai des annulations d'événements, de groupes, de particuliers, de touristes. C'est dramatique et effectivement, on rembourse le PGE. Là, on est pendu. Je me fais plus de soucis maintenant que pendant le confinement, pour tout vous dire, parce que on voit pas l'issue de cette manifestation, de ce problème, quoi. Tout le monde est énervé. Ce que je comprends, je comprends que les gens soient excédés, soit l'inflation, l'essence, les poubelles. On est dans une ambiance hyper morose, les gens sont tristes. Il faut vraiment se réveiller, il faut que l'État fasse quelque chose pour redonner l'envie aux gens de sourire, de sortir, de s'amuser, de vivre comme on l'avait retrouvé après le confinement. Là, c'est catastrophique. On l'avait retrouvé ces derniers mois. Complètement. Cette envie de vivre, de sourire, de sortir. Exactement. Et là, c'est triste. Les gens ont peur d'être dans les manifestations. Les gens ont peur des violences. Les gens ne peuvent pas se déplacer. Ils ont peur de ne plus avoir d'essence. Les gens, les menus. Là, je raccroche avec une cliente qui me demandait si je pouvais pas enlever l'entrée parce qu'il y a des clients qui viennent régulièrement, que maintenant ils n'arrivent plus à tout régler. Tout est angoissant, quoi. Et il faut qu'on soit soutenu. Il faut sortir de cette ambiance. Il faut que l'État nous aide pour donner un coup d'élan, pour redonner l'envie aux gens de sourire et de s'amuser, de passer des bons moments comme on l'a retrouvé il y a quelques temps. Là. Il faut vraiment sortir de cette ambiance. Bien, merci Delphine pour votre témoignage dans tous les cas. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, c'est la radio où vous pouvez vous exprimer librement, vous le savez. Vous n'hésitez pas d'ailleurs, 0826 300 300. Marcel Bénézé, il y a non seulement le chiffre d'affaires qui est en chute libre là depuis quelques jours, depuis ces manifestations, notamment à Paris, mais pas qu'à Paris, encore une fois. Nous sommes un syndicat national, je peux vous assurer. Oui, je sais. Et puis il y a dans beaucoup de villes, à Paris, mais aussi ailleurs, le problème des poubelles. Il y a des poubelles, il n'y a pas que les poubelles, il y a l'énergie. On est pris dans une nasse aujourd'hui qui va nous faire couler. Je vous assure, parce qu'on a l'augmentation des loyers qui était c'est comme ça, c'est mais vous avez la facture d'énergie. Mais l'énergie, si l'État n'intervient pas sur l'énergie, on va fermer nos établissements.
Bah, écoutez, vous avez interpellé notamment Bruno Le Maire, j'espère que... Oui, bien sûr, il ne répond pas. On a interpellé, bien sûr. On n'a pas de réponse par rapport à ça. Eh ben, j'imagine. Bien, et puis en plus dites-moi, avec parfois des difficultés pour trouver du carburant, le client se déplace moins aussi. Et aujourd'hui, Paris, moi je parle de Paris parce que je suis à Paris, mais j'ai des échos de toutes les grandes métropoles de France. Les gens, il n'y a plus personne le soir. Le soir, les gens, à partir de 21h, c'est un désert partout. Les gens ne sortent plus. Là, on avait retrouvé le bonheur de revivre. Oui. 2022 avait été une année extraordinaire. On avait espoir de repartir. On parlait des JO, on a des rendez-vous. Le rugby qui arrive bientôt. Oui. On avait des touristes qui reviennent. Mais quelle image on donne aujourd'hui de la France. Mais qu'on n'oublie pas que nous avons 3 000 milliards de dettes à rembourser. On ne nous prêtera plus d'argent et un jour on va couler. On est en train de vouloir couler la France. Il faut qu'on se remette au travail vite et qu'on se remette une concordate parce que là vraiment ça devient dramatique. Hein. Bien, moi, merci beaucoup. Je suis très énervé parce que mes adhérents n'en peuvent plus, nos commerçants n'en peuvent plus du tout. Merci Marcel Bénézé. Merci. D'avoir été avec nous. Le ras-le-bol des commerçants ce matin sur l'antenne de Sud Radio. C'est vrai qu'on entendait peu les commerçants jusque-là. Je suis très heureux de vous donner la parole, évidemment, parce que je rappelle quand même que l'économie française tient grâce aux PME. Il est 10h45, 11h moins le quart. L'hôtel de Rohan à Bordeaux abrite la mairie. Hier, vers 20h15, le porche a pris feu. Enfin, la porte c'est une porte du 18e, a pris feu. Le feu a été éteint par les pompiers. Nous sommes avec Nicolas Florian. Bonjour Nicolas Florian. Bonjour Monsieur Bourdin. Ancien maire de Bordeaux. Nicolas Florian, je lis la réaction du maire actuel de Bordeaux, Pierre Urmic. C'est la maison des Bordelais. Je ne vois pas tellement le symbole qu'il y a derrière. Le maire ajoute, la porte va être maintenant consolidée pour qu'elle fonctionne, enfin l'entrée, pour que l'entrée fonctionne le plus vite possible dans les meilleurs délais. Votre réaction, Nicolas Florian? Alors déjà, moi je me suis indigné de cet acte de vandalisme et de destruction. Et je m'étonne de la réaction de mon successeur. Parce que comment ne pas se douter que l'hôtel de ville de Bordeaux, quand on est bordelais, moi ça fait 30 ans que je vois chaque manifestation un point de convergence qui s'appelle l'hôtel de ville. On a connu les Gilets jaunes il y a quelques mois, quelques années. On a connu d'autres manifestations comme ça. À chaque fois, les cortèges se finissent là. Et il suffit simplement d'anticiper un peu les choses, de préparer les choses et de se douter que l'hôtel de ville, c'est le symbole effectivement de la maison commune, comme dit le maire actuel, mais c'est aussi surtout le symbole du pouvoir. Et les gens ne font pas toujours la différence entre ce qui est une préfecture ou une mairie. Donc, moi, je ne comprends pas que l'on s'étonne aujourd'hui qu'il puisse y arriver ce genre d'exaction. Nicolas Florian, j'ai une question directe. Vous savez que j'adore ça. Oui. Comment se fait-il? Est-ce que vous pensez, allons jusqu'au bout des choses, que par ces déclarations et par ces prises de position, le maire actuel a soufflé sur les braises? Alors, je n'irai pas jusque-là, mais c'est quand même représentatif aujourd'hui. Enfin, qui peut douter que toutes les mairies NUPS qui se sont associées au cortège, c'est leur droit, mais qui à un moment ou non, à Bordeaux par exemple, on a décalé les conseils municipaux pour que les élus puissent manifester. On a toujours eu des mots bienveillants de la part de la majorité, et puis c'est vrai à Lyon, c'est vrai à Strasbourg, c'est vrai dans toutes ces villes, et après, on comprend pas. Attention, à force de s'afficher, de cautionner, d'alimenter dans le débat public une forme de surenchère autour du dossier des retraites, voilà le résultat que l'on a au final. Nous avons des auditeurs qui ont réagi, des Bordelais. Céline, par exemple. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour, que dites-vous Céline ce matin? Alors moi je suis atterrée de la réaction du maire, mais bon, de toute façon c'est pas la première qu'il a eue de cette nature, c'est un homme complètement inconscient. Évidemment que la mairie est attaquée, c'est un symbole de la République, donc s'il voit pas clair, qu'il change de job, primo. Deuxio, ces scènes d'émeutes sont à pleurer, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs. Je sais qu'il y a un chef politique qui est décrié dès qu'il parle de guerre civile, mais franchement, ça y ressemble quand même grandement. Donc c'est juste hallucinant. On parle pas de manifestants, là on parle de délinquants. Et alors ces délinquants, ils sont interpellés par la police, qui passent des soirées à essayer de calmer le jeu, au péril de leur vie accessoirement, et qui sont relâchés quelques heures après par des juges sous prétexte qu'il n'y a pas assez de preuves.
Donc là, franchement, mais continuons comme ça, Laissons le blanc-seing, le maire ne comprend rien, les délinquants ont le droit de tout péter, de brûler, de machin. De toute façon, ils risquent rien. Il y a des conséquences dramatiques pour la ville. Il n'y a plus personne en ville le soir. Les commerçants n'ont vraiment pas besoin de ça. Mais ne changeons rien. Surtout, ne changeons rien. Autre témoignage. Restez avec nous, Céline. Nicolas Florian, vous réagirez parce que je veux vous parler de la visite du roi Charles III. Marc est à Bordeaux aussi. Bonjour Marc. Bonjour. Écoutez, pour moi, je suis choqué par la façon. Après, je ne suis pas surpris, hélas, parce que c'est pour moi un symptôme uniquement d'un mal grandissant qui est de plus en plus, nous l'avons vu depuis Sarkozy et même avant, c'est un symptôme grandissant de l'écart qu'il y a entre ce que vivent les gens sur leurs revenus et ce qu'ils dégagent comme bien-être, ce qui n'est plus du tout le cas depuis maintenant 2 ans, et ça va grandissant. Les retraites, ce n'est que la goutte d'eau, et encore, j'ai bien peur que ce soit plus violent. Le problème, il est qu'il n'y a plus aucune sensation de communication entre confiance de l'État et du peuple. Donc on en arrive à malheureusement, devoir faire quoi? Une révolution, ça passe par la violence, je suis pas pour. Je serais Est-ce que je posais la question? Oui. J'aimerais bien Gandhi à la tête de ce genre de manifestation. Oui. Marc, je vous pose une question. Est-ce que la violence est un moyen de faire reculer le gouvernement? Ce n'est pas forcément un moyen, c'est juste que le gouvernement ne comprend ou ne veut pas entendre, en tout cas, c'est pas ce qu'il signifie au peuple et à travers les médias, ne veut pas entendre la souffrance. Donc la violence est simplement symptomatique. Donc plus il y aura, malheureusement c'est une explosion, c'est comme votre corps, il n'en peut plus, à un moment donné vous avez une maladie et ça se déclare par des boutons, des fois qui explosent. Mais là c'est la même chose, c'est pas une solution en soi, c'est juste que les gens, malheureusement, moi je suis aide-soignant, je cherche du boulot à l'hôpital, finalement on me dit qu'il y en a plus, ça dans les mêmes semaines, tout ça on me dit c'est le gouvernement. Mais qu'est-ce que vous voulez, comment je réagis? Moi je ronge mon frein. Donc moi je suis en train d'exploser de l'intérieur. Il y a des gens, malheureusement, qui se servent de ça pour récupérer peut-être en disant « Ah, attention, la manifestation, on va les bloquer parce que là, ils deviennent violents. » Sauf qu'en fait, ce phénomène-là, certes, je ne suis pas pour parce que c'est le meilleur moyen aussi de sabrer cette révolution qui est en marche depuis des années. Et malheureusement, qui est en marche, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont laissés sur le carreau. Vous voyez de plus en plus de jeunes faire les poubelles, des étudiants faire les poubelles. On en est où? Qu'on annule cette dette, point barre, et qu'on arrête de favoriser les banquiers ou je ne sais quel autre, parce que moi j'ai pas fait d'économie dans mes études, je suis suffisamment intelligent pour savoir que certes il y a des gens qui nous gouvernent, mais derrière ces gens-là, il y a des gens très puissants. Ces gens-là, c'est ceux-là qui nous emmerdent. Excusez-moi Marc, Céline, oui. Vous voulez répondre ou peut-être ajouter quelque chose ou réagir? Je suis tout à fait d'accord avec ce que Marc vient de dire. Macron a une politique désastreuse, c'est quand même le pire président depuis des années qu'on n'ait jamais connu, et Dieu sait si on avait déjà eu des lumières. Et il récolte en fait ce qu'il sème, son arrogance, son absence de dialogue, etc. Voilà, on en est là. Malheureusement, c'est pas le seul à récolter. Bien, Nicolas Florian, que dites-vous en entendant ce témoignage de Bordelais? De Bordelais, je partage et je comprends à la fois quand Céline parle d'impunité et d'une forme de retrait de la force publique, enfin de la puissance publique face à ce qui se passe, et puis ce que dit Marc est révélateur sur le malaise social. On voit bien aujourd'hui qu'au-delà du sujet des retraites, c'est l'accumulation d'un mal-être. On est dans une période très anxiogène. Aujourd'hui, ce qui compte aux yeux de beaucoup de nos concitoyens, c'est ce qu'il y a dans l'assiette le soir. Et quand on voit l'inflation, le prix de l'alimentation, le coût de la vie, on parle trop souvent du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est un moyen. Le coût de la vie, c'est ce qui se passe à la fin. Bon. Et donc là, on a quand même... Vous savez, je ne vais pas vous dire que je passe ma vie dans les supermarchés, mais enfin, il m'arrive de pousser le caddie, comme la plupart de nos concitoyens. Je suis ébahi de voir l'augmentation des prix. Ça va de la baguette de pain au kilo de pâtes, en passant par les sucrines. Bon, c'est ahurissant. Donc tout ça est un cumul de choses, et il y a une violence latente qui s'exprime avec beaucoup d'excès. Et c'est là où le rôle des politiques, c'est d'apaiser. D'encadrer, de ne pas souffler sur les braises, de ne pas susciter une surenchère. Quand on voit M. Mélenchon s'en prendre aux forces de l'ordre,
quand il y a une perquisition dans ces bureaux, c'est de la violence à l'état pur, au journal de 20h. Et donc après, il ne faut pas s'étonner quand on voit le comportement de certains parlementaires, députés NUPS, qui pendant le discours de la Première ministre, on en pense qu'on en veut, on en pense qu'on en veut du dossier de retraite, mais qui, pendant 2, 3, 4 minutes qui paraissent interminables, ont des pancartes dans l'hémicycle, crient avec virulence. Après, il ne faut pas s'étonner que les gens dans la rue adoptent les mêmes comportements. Sur la visite du roi Charles III, rien n'est changé. Comment ça va se passer, Nicolas Florian? Alors là, pour le coup, je n'ai vous n'avez pas d'infos. Moi, sur le principe, j'ai été invité à la venue mardi. Je vous avouerai qu'en tant que citoyen spectateur, je le sens mal. Je le sens mal, parce que ce qui s'est passé hier, depuis quelques jours, il ne faudrait pas que ça rajoute une forme de provocation et que ça suscite... Est-ce qu'il faut annuler? Est-ce qu'il faut annuler? Je vous dis ça parce que mardi à Bordeaux, mardi, c'est un jour de mobilisation et de manifestation. Moi, je pense que se poser la question, c'est en partie y répondre. Et qu'effectivement, vu l'ambiance, vu le contexte, et puis l'image de la France. Enfin, on a un chef d'État qui vient de l'image de la France. Et j'ai cru comprendre que dans le parcours du roi, il y a une déambulation dans la rue. Mais quelle image! Alors nous, ça va, les poubelles sont à peu près ramassées. On n'est pas à Paris. Mais enfin, quand même. Et puis l'arrivée à l'hôtel de ville avec une porte cramoisie. Donc moi, je pense quand même que, j'espère, mais je sais que là-dessus, les représentants de l'État et j'imagine la ville sont très vigilants sur le risque que pourrait prendre une telle réception, une telle manifestation dans un climat... Vous pensez qu'il faut l'annuler, cette visite? Franchement, disons les choses. Spontanément, et si c'est le cœur qui parle, oui. Quitte à la reporter. C'est le cœur qui parle, c'est l'émotion. Quitte à la reporter. Là, c'est l'émotion, vu l'ambiance. Mais vous prenez position. Non, mais vous prenez position. Bien, merci Nicolas Florian. Merci. Merci. Donc, je parlais de l'épreuve de force et je pose des questions qui vont nous servir dans le débat. Toucher à un policier, c'est toucher à la République, disait hier soir une députée de la majorité. Je pose 2 questions. La répression des débordements, est-ce antidémocratique? Faire respecter la loi au besoin par la force n'est-elle pas une violence légitime en démocratie? Ces questions sont posées. Nous allons débattre sur les violences, à la fois les violences des Black Blocs, de ceux qui sont devant les manifestations contrôlées, légitimes, et les violences et les débordements des policiers. Parfois, débat sur les violences de l'extrême gauche, sur les réponses policières, sur la répression des débordements. Alors pour débattre, Jean-Christophe Couvier est avec nous, unité SGP Police FO. Bonjour. Bonjour. Vous représentez les policiers dans ce débat. Patrick Baudouin, qui est président de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Patrick Baudouin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Jean-Pierre Mignard, donc avocat au barreau de Paris. Merci Jean-Pierre Mignard d'être avec nous. Je pose la question, toucher un policier, d'abord, non. Plus directement encore la question, est-ce que faire respecter la loi au besoin par la force est une violence légitime en démocratie? Qui veut répondre? Patrick Baudouin, c'est une violence légitime en démocratie? Je crois qu'il faut analyser la situation d'un point de vue quand même politique. C'est une situation extrêmement dégradée. Bon, on ne va pas développer longuement, c'est une évidence. On va pas reprendre le débat autour de la réforme des retraites. Le débat. Non. Mais ce qu'on voit, c'est que face à cette situation dégradée, ce déni de démocratie ressenti comme tel par une majorité de la population, le pouvoir, et c'est lui qui porte la responsabilité première, a décidé d'utiliser, on va le dire, la répression. Et on voit très bien le distinguo entre des manifestations qui ont eu lieu jusqu'à jeudi dernier, c'est-à-dire jusqu'à la journée du vote du 49-3 qui se sont déroulées dans le calme globalement, et puis le passage en force au Parlement qui a fait dégénérer les choses. C'était annoncé, c'était prévu, c'était certain, et on voit des manifestations depuis jeudi dernier qui effectivement tournent à des affrontements de plus en plus violents. Alors, est-ce que c'est légitime de lutter par la force contre des casseurs? Oui. Seulement, c'est pas l'analyse qu'il convient de faire si on veut être complet et prendre un peu de recul.
On voit que ça dégénère donc depuis jeudi dernier. Pourquoi ? D'abord, responsabilité du pouvoir. Mais ensuite, il y a eu quand même, dès le début, à compter de jeudi dernier, et c'est ce que dénonce la Ligue des droits de l'homme, le recours à des méthodes de la part des forces de l'ordre qui ont été utilisées, on va dire, pendant la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire des méthodes beaucoup plus violentes dans le système mis en place de répression que ce qui avait été mis en place dans les manifestations précédentes. Alors, c'est le retour, je sais bien que c'est pas totalement illégitime, nous avons eu l'occasion d'en discuter à la NAS, ce qu'on appelle la NAS, mais à condition qu'elle soit momentanée, qu'elle soit nécessaire et qu'elle permette une sortie. Oui, mais et bien d'autres... Alors, finissez, mais j'ai une question à vous poser tout de même. Est-ce que ce recours à des méthodes que vous condamnez, d'une certaine manière, justifie les violences vues, les violences qui ne sont pas le fait des manifestants très encadrés et qui sont effectivement pour la plupart pacifiques, mais qui sont le fait de personnes violentes qui précèdent d'ailleurs ces manifestations. Est-ce que ça justifie ? Non, c'est pas une justification. Est-ce que ça explique la présence des Black Blocs ? Ça l'explique ? Non, ça ne justifie ni n'explique. On va pas. Je suis pas là pour défendre. Vous en doutez, les Black Blocs. Je suis pas là non plus. Je le redis, pour taper sur la police de manière générale. Ça, c'est très clair là-dessus. Ce que je dis simplement, c'est qu'à nouveau, il y a eu des violences policières excessives et que ça constitue quand même le début d'un engrenage et que ça donne une motivation, si vous voulez, à ce qu'il y ait en contrepoint. Il n'y avait pas besoin de ça en plus, parce que la jeunesse, elle est vraiment révoltée. Elle est dans la haine, elle est dans la colère et elle est prête à la violence. Violence policière. Attendez. Oui, Patrick Baudin, je vais donner la parole. Violence policière, Jean-Christophe. Alors moi, je n'aime pas du tout ce terme parce que quand on dit violence policière, ça veut sous-entendre que c'est des violences systémiques organisées par la police et légalisées. Alors, violence policière, la violence, elle est toujours encadrée par la loi. Si effectivement, la police, elle s'adapte à son public. C'est-à-dire quand on a des manifestations pacifiques, j'ai jamais vu moi des policiers arriver et taper sur les gens qui sont pacifiques. En revanche, effectivement, quand vous avez des débordements. Lors des premières manifestations contre la réforme des retraites, tout s'est bien passé. Tout s'est même très bien passé. Et j'ai même vu des forces de l'ordre encadrer la manifestation. Non seulement elles encadrées, mais en plus elles défilaient. Donc j'en faisais partie moi aussi. J'étais dans. Vous êtes contre la réforme des retraites. Oui, ça c'est la position syndicale. Oui. Mais effectivement, on est contre cette réforme. Oui. Après, effectivement, quand on a un rassemblement de personnes, on a la gestion de la foule. Quand la foule commence à devenir hostile ou quand il y a des débordements, là, la police est obligée d'intervenir. Alors après, les méthodes, j'aimerais bien savoir ce que vous dites. Enfin, par méthode, les méthodes, elles sont claires, elles sont expliquées. C'est-à-dire que quand on arrive et qu'on donne des sommations et qu'on dit voilà, maintenant il faut partir parce que pour des raisons que le préfet a décidé, on peut plus occuper cette place, la place publique, il faut partir. Quand les personnes n'écoutent pas, effectivement, après on a des instructions parce qu'on prend pas les initiatives. C'est une instruction, la force légitime d'ailleurs, la force publique, par exemple d'envoyer des grenades lacrymogènes pour disperser des foules. Ça veut dire que la répression peut être légitime. Mais bien sûr, elle est encadrée, elle est légitime. Dans un état de droit, elle doit se justifier. Comment elle est pratiquée. Ça dépend comment elle est pratiquée. Et la loi dit dans quelles conditions elle doit Jean-Pierre Mignard. La loi dit dans quelles conditions elle doit être pratiquée, la répression. Si des excès de policiers sont constatés... Si les policiers sont en état de légitime défense... Il y aura enquête. S'ils sont agressés de telle sorte qu'ils n'ont pas d'autre solution pour se dégager d'utiliser... la force, personne ne peut dire quoi que ce soit là-dessus. Je pense par contre que l'ordre public, c'est une question politique. Les gouvernements ont des conceptions différentes de l'ordre public selon qu'ils sont des gouvernements n'ayant pas la même lecture de l'état de la société. Je constate que la conception de l'ordre public de ce gouvernement depuis le 49-3 change. C'est-à-dire qu'elle devient beaucoup plus dure. Soudainement, elle devient beaucoup plus dure. Pourquoi ? Parce que le mécontentement est tel dans le pays que nous sommes aujourd'hui entre d'immenses manifestations syndicales et ce qui est peut-être le début d'un soulèvement populaire. C'est très important. C'est très important. Il y a des éléments de soulèvement. Et donc, je pense que le pouvoir a peur. Très bien. Et donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est bien évidemment essayer d'entamer le crédit de popularité ou d'estime, tout simplement, qu'avait le mouvement syndical pour faire quoi ? Pour créer du désordre. J'ai vu hier une chaîne, je ne citerai pas le nom, pendant 7 minutes, on a zoomé sur des feux de poubelle. Oui.
C'est ce que je disais. Bon, d'ailleurs, à mon avis, à la fin, il n'y avait plus de poubelles, d'ailleurs, parce qu'elles avaient flambé. Non, mais là, vous avez le rôle. Voilà. On va pas s'attarder dessus. Mais le rôle des chaînes de télévision continue est considérable dans cette affaire. Énorme. Parce que vous avez 2 poubelles qui flambent, vous avez immédiatement 25 caméras tout autour, vous avez 500 000 personnes dans la rue, on ne les montre pas, ou on les montre moins. Absolument. On passe son temps, à vouloir faire à spectaculaire. Et puis, M. Bourdin, je ne vais rien dire sur votre profession, parce que depuis le temps que j'enseigne à l'école des journalistes, depuis longtemps, j'en ai formé beaucoup des journalistes. Mais je veux dire, en plus, il y a ensuite certains de vos confrères ou consoeurs qui viennent de manière assez larmoyante s'adresser à un responsable syndical pour dire « Mais vraiment, avec toutes ces violences, vous ne croyez pas que vous allez devenir impopulaire? Vous ne croyez pas que le mouvement va s'arrêter ?» Donc, je veux dire, c'est très spécial. Alors, oui, il y a des violences. Oui, mais il y a aussi autre chose, Jean-Pierre Mignard. Je vous arrête sur les médias et sur la manière dont tout cela est diffusé. Je parle de diffuser. Il y a aussi toute cette masse de journalistes ou pas journalistes d'ailleurs qui sont avec leur smartphone et qui balancent toutes des images incontrôlées, non vérifiées sur les réseaux sociaux qui nourrissent la colère, qui nourrissent la haine, qui nourrissent le débat, mais d'une manière pas très bonne. Mais M. Bourdin, c'est aux chaînes, c'est votre travail à vous, journaliste, de sélectionner. Vous avez raison. Ce que vous prenez, ce que vous ne prenez pas. Oui, mais sur les réseaux sociaux, personne ne sélectionne rien du tout. Mais vous savez, les réseaux sociaux, c'est très utile. Si nous n'avions pas les réseaux sociaux aujourd'hui, je ne vois même pas ce que nous saurions. J'ai vu une virale très importante. Je vois un officier de gendarmerie qui s'adresse à des membres de la Brave. Oui. Vous l'avez vu. Quelle année? Ça, je ne sais pas. Ah ben voilà. Eh ben en fait, c'était en 2020. Ah bon, ça fait rien. Ah oui, c'était une image. C'était une image qui avait été détournée. C'est très important parce qu'on pense que c'est actualisé. Ce que je constate, c'est que les corps de police n'ont pas la même activité, la même attitude selon ceux qu'ils sont. Non, mais je vous explique juste qu'en 2020, la Brave venait d'être créée. Et donc, du coup, effectivement. Sans formation en plus. Mais sans formation, mais oui, mais ça, c'était le préfet Lallemand qui avait décidé ça. Et nous, d'ailleurs, en tant que syndicalistes, on était montés au créneau. Parce qu'en fait, on prenait des stagiaires, c'est-à-dire qu'on a des policiers qui sortaient d'école, qui arrivaient en compagnie d'intervention, et on les prenait pour faire des renforts sur les Braves. Alors quand je dis les Braves, c'est pas les pilotes de moto, parce que là effectivement il y a des habilitations, c'est très long. C'était juste derrière. Donc on avait des jeunes qui n'étaient pas titularisés, qui n'étaient jamais montés sur une moto et qui étaient de renfort derrière. Entre temps, la doctrine a changé. Il y a des formations, ils partent en formation. Il y a plusieurs degrés d'habilitation. Alors ils vont à Nîmes. Et donc j'ai demandé à Félix Mathieu de nous rappeler quand ont été créées ces fameuses Braves et ce qu'elles font. Allez-y. Oui, elles ont été créées au moment des Gilets jaunes en 2019, après les incendies de commerce à Paris. Le préfet de police de l'époque, Didier Lallemand, crée ces brigades composées de binômes à moto amenés à intervenir sur les débordements lors des manifestations. Alors un policier avec un casque blanc pour conduire, un policier de la BAC en passager avec un casque noir prêt à bondir pour intervenir. Objectif, disperser les regroupements, procéder à un maximum d'interpellations, éviter les départs de cortèges sauvages. Pour ça, ces policiers sillonnent les grandes rues mais aussi les alentours pour repérer les individus suspects, armés de LBD, protégés par des gilets pare-balles. Alors parmi ceux qui critiquent ces Braves, certains les comparent aux voltigeurs qui avaient été dissous dans les années 80. Non, rien à voir. Rien à voir. Pourquoi rien à voir avec les voltigeurs ? Rien à voir parce que les voltigeurs, alors c'était des motos avec des pots d'échappement qui étaient trafiqués pour faire beaucoup de bruit, et surtout c'est que les policiers qui étaient derrière avaient des bidules, on appelait ça, enfin des grands bâtons, et ne sortaient pas de leur moto. Et en fait, c'était comme une charge de cavalerie. Ils frappaient au fur et à mesure. Les Braves, c'est juste un moyen de locomotion, c'est-à-dire qu'on prend des motos pour aller d'un point A à un point B pour aller très très rapidement. Les collègues débarquent, mais c'est la doctrine, c'est que les policiers derrière débarquent, se mettent en unité constituée, et sont là pour effectivement casser des blocs ou des groupes, et en fait c'est une cavalerie légère, c'est des troupes de choc. Voilà. Patrick Baudouin n'est pas tout à fait d'accord, mais je voudrais que nous prenions Mélanie, qui est une auditrice, avec ici les auditeurs ou les auditrices sont prioritaires, j'y tiens beaucoup, et Mélanie est à Castres dans le Tarn et a une question à vous poser, à vous tous. Mélanie, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Mélanie, quelle question vouliez-vous poser ? Alors, j'ai écouté Sud Radio hier, il y a 2 jours, et une intervention d'un policier syndiqué, alors je ne sais pas de quel syndicat et quel grade il avait, et il disait que sur le terrain, ils avaient bien identifié les black box, mais que l'ordre d'intervenir ne venait pas. Et moi, ma question, puisqu'il s'agit de poser des questions, c'est pourquoi cet ordre ne vient pas
Est-il vrai que des Black Blocs ne sont pas interpellés? Certains ne sont pas interpellés, d'autres le sont. Allons-y, Jean-Christophe Couvi, répondez. Effectivement, quand on est en unité constituée, sur du maintien de l'ordre, on obéit à l'ordre légitime, donc un ordre civil. Voilà. Donc si on n'a pas l'instruction d'aller, par exemple, au contact pour interpeller, on ne le fait pas. L'idée, si vous voulez, c'est que quand on tient un point et qu'on a des instructions de tenir le point, on ne peut pas se désengager de ce point et partir un petit peu à la course pour interpeller, parce que quand vous interpellez quelqu'un, derrière, il faut traiter la procédure. Et donc, vous supprimez aussi des effectifs. Donc, il y a des endroits, des fois, où on ne peut pas supprimer des effectifs parce qu'on doit tenir ce point. Et vous n'interpellez pas. Et on n'interpelle pas. Mais c'est très particulier. Après, effectivement, je suis d'accord, dès qu'on peut interpeller, on interpelle. Et après, on monte un dossier et c'est à la justice de prendre ses patins, c'est à la justice de juger, d'être juste et de juger. Et là, on voit que c'est un peu plus compliqué. Maintenant, les Black Blocs, c'est très... Ils arrivent à se compacter très rapidement. Ils sont aussi très mobiles. Très mobiles. Ils ont une façon d'utiliser. Moi, j'ai vu les collègues des images à Nantes. En fait, il y a 3 lignes. La première ligne avait des banderoles très rigides. Ils sont là pour tenir eux aussi le choc, notamment avec des parapluies et des grosses banderoles et des amas de poubelles. Une deuxième ligne qui lance des projectiles et qui sont armés de gourdins. Et la troisième ligne, c'est la logistique. Ils vont chercher des objets à envoyer, etc. Donc, en fait, ils sont capables de se regrouper très rapidement d'un point A à un point B aussi, et de se disperser aussi vite. Et donc, c'est très difficile à manœuvrer. Je rappelle qu'il y a eu 457 interpellations hier dans toute la France. Je voudrais le rappeler. Patrick Baudouin, vous allez pouvoir répondre. Et on va parler de la Brave, mais on va passer l'heure sur la Brave. Il est 11h18, à tout de suite Sud Radio. Nos invités, les violences en général, violences de certains manifestants, violences parfois de certains policiers. Alors, Jean-Pierre Minière, avocat au barreau de Paris, est avec nous. Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme. Jean-Christophe Couvi, policier unité SGP Police FO. Patrick Baudouin, la violence, cette violence, les brigades Brave M, vous dites, est-ce qu'on devrait les supprimer, les retirer de l'espace public, les empêcher d'intervenir, ou sont-elles utiles tout de même pour chasser justement les Black Blocs, les éléments les plus violents qui précèdent les manifestations plutôt pacifiques? Non, je pense qu'elles s'intègrent, je le redis, elles s'intègrent dans un mouvement de violence quand même de la part des forces de police depuis jeudi dernier. On voit très bien le changement. Oui, mais doivent-elles être déployées ou pas? Non, pas sous cette forme. Elles ne sont pas utiles? Nous les trouvons trop violentes. On les voit nous avons des observateurs de la Ligue des droits de l'homme qui assistent aux manifestations, et on voit très bien que ces policiers qui arrivent d'une façon quand même impressionnante, au surplus ont un usage de la matraque quand même beaucoup plus facile que de la plupart des autres forces de police. C'est quand même quelque chose de violent dans la répression. Et je voudrais juste continuer un instant simplement. Encore une fois, c'est global. On a vu dans les dernières manifestations, par exemple, c'est quand même une atteinte au droit de manifester pour nous. Des interpellations préventives multiples qui n'avaient pas lieu auparavant. Et vous avez eu dans les premières soirées 400 ou 450 interpellations préventives, des gens donc qui ont été empêchés de manifester, et finalement il n'y a eu même pas 10% de poursuites à l'arrivée. Ensuite, dans les manifestations elles-mêmes, ça a été dit, on reprend l'usage des LBD. En Allemagne ou dans d'autres pays, ça n'existe pas. On a une police qui est quand même une police avec une doctrine du maintien de l'ordre qui est particulière et qui est trop violente. Donc les LBD, les gaz lacrymogènes quand même utilisés d'une façon très très massive. Et un dernier point, je voudrais... Mais le policier doit bien pouvoir se défendre ou mais c'est pas la question. Mais bien sûr que maintenir l'ordre tout de même. Avec quoi alors? Mais bien sûr que oui, mais à condition... Avec ses poings? Non, avec du quoi? Des frites de piscine? Non, mais absolument pas. On ne méconnaît pas les difficultés. Je le redis. Mais c'est une question de proportion dans la façon de procéder. Et on a constaté qu'en allant... La différence, si vous voulez, c'est que les policiers ont repris la doctrine qui avait été celle de l'époque des Gilets jaunes et d'aller au contact. Et il faut essayer de ne pas provoquer non plus par des moyens
trop violents, nous le disons, et en plus avec une justice qui a été appelée à la rescousse. Il y a une circulaire de M. Dupond-Moretti qui vient dire au procureur, il faut que vous deveniez non pas ceux qui contrôlent la police, mais en quelque sorte les adjoints de ce qui vous est demandé par la police. Et en plus, il faut que vous sanctionniez de manière très sévère. Résultat, nous avons le cas d'un manifestant qui n'avait jamais été condamné, il a pris 3 ans de prison. Non, c'est pas des façons de procéder, je le dis et je le redis. Il a été violent quand même, ce manifestant, d'après ce que j'ai compris. Ah non, mais c'est peut-être c'est serment. Je ne dis pas, Jean-Jacques il a failli tuer un policier. À coup de skateboard, il s'est acharné à coup de skateboard sur un policier, il a défiguré, il prend 3 ans de prison, moi je trouve que c'est juste. Et on aurait fait quoi? Des TIG, on lui aurait appris le missel républicain. Enfin non mais franchement, il y a des fois Non mais vous rentrez dans cet engrenage répressif conjugué de la part du pouvoir, de la part de la police, de la part de la justice, qui encore une fois nous paraît excessive. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas lieu pour la police, évidemment, de réagir. Et je sais les difficultés quand vous avez ce que vous appelez et ce qui est les black blocs. Mais moi, je me situe pour les manifestants, ceux qui ont le droit de manifester. Et je trouve que depuis 8 jours, il y a des entraves disproportionnées qui ont été apportées et qui entraînent cet engrenage de la violence qu'on constate depuis hier plus particulièrement. Jean-Pierre Mignard. Oui, il est exact que les questions d'ordre public sont utilisée pour le rapport de force politique, dans l'opinion notamment, pour savoir de quel côté elle va pencher, etc. Donc il s'agit aussi quand même d'une volonté de capturer l'opinion, et donc chacun y va. Donc, mais qu'est-ce que c'est qu'une manifestation? Dieu sait si j'ai manifesté. C'est la peur. Les gens ont peur. Dans une manifestation, au bout d'un moment, les gens ont peur. Les policiers ont peur. Les manifestants ont peur. Et donc le bon gouvernement, la bonne gouvernance, le bon commandement, c'est de réduire les peurs. Et donc, par exemple, les NAS, c'est effectivement extrêmement inquiétant et c'est créateur de peur. Les paniques, pourquoi les paniques? Parce que on voit soudain des manifestants qui courent, donc on soupçonne qu'il y a des charges policières, donc les autres manifestants se mettent à courir, et alors on a des policiers qui, effectivement, ont subi pendant des heures et des heures des cris, des lazis, etc., et qui chargent parce que ça les dégage de leur peur. Moi, je pense que c'est la peur qui commande. C'est pour gagner du terrain. Oui, alors, donc, vous voyez, on est dans la guerre. Ah mais non, mais ce que vous dites est vrai. Il s'agit de le maintien de l'ordre. C'est un affrontement. Oui, bien sûr, mais pourquoi gagner de l'ordre? Je vais vous interroger. Vous Oui. voyez bien que lorsqu'il y a des charges qui ont lieu au cœur des manifestations, pourquoi? J'ai même vu des services d'ordre syndicaux ou politiques chargés. Non, quand on fait, encore une fois, quand on est en maintien de l'ordre, en unité constituée, on forme une ligne. Donc l'idéologie, j'allais dire, du maintien de l'ordre, c'est de ne pas aller au contact. C'est-à-dire qu'il faut garder toujours un espace entre les manifestants et les policiers. Dès lors que les manifestants viennent au contact des boucliers, des policiers, il faut qu'on regagne du terrain et qu'on recrée cet espace. Après, vous avez plusieurs façons de le faire. C'est-à-dire soit préventif, quand vous voyez que la foule arrive alors qu'elle n'a pas à venir, parce que des fois on protège les artères pour pas que justement que ça se diffuse partout. Quand vous avez signé une manifestation, vous avez signé, j'allais dire, un trajet. Oui. Voilà. Donc du coup, vous lancez des gaz lacrymogènes pour repousser les personnes. Si les personnes viennent encore au contact, il vous reste quoi? Il vous reste le corps à corps. Et c'est là où effectivement c'est très compliqué. Et des fois donc on fait des bonds offensifs, parce que quand vous êtes la victime de gens très radicalisés qui vous lancent des pavés d'1,6 kg, qui vous lancent, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, du plâtre aggloméré avec des vis et des clous dedans, du cocktail Molotov, etc. Vous faites un bond offensif pour regagner le terrain. Et après vous vous repliez. C'est ça en fait, gagner le terrain. Et c'est pas des hier j'étais dans la manifestation. Ce que vous décrivez très bien passé, je le constate, je le vois bien. Mais les manifestations au début, mais pourquoi alors justement, le temps syndical, on fait attention. Oui. Et quand c'est terminé, c'est-à-dire le 49.3, c'est-à-dire là où on pense, parce qu'il faut écouter le président de la République, c'est le démiurge de tout ça. C'est le démiurge. Il dit maintenant, grosso modo, oui, je respecte, mais de toute façon, on ne change rien d'une certaine manière, ça ne sert à rien et ça suffit. Donc je pense, Monsieur Bourdin, je pense que le gouvernement porte la responsabilité de blesser des manifestants et d'exposer sa police. Ils ne respectent pas plus les uns que les autres. Car se servir de la police contre les manifestants, ce n'est pas plus respecter les fonctionnaires. Bien, Yvette est à Perpignan et veut se joindre à notre débat. Bonjour Yvette. Bonjour. Bonjour Yvette, vous êtes perpignanaise, vous regardez tout cela. D'abord, comment regardez-vous tout cela? Quelles remarques et quelles questions? Moi, je remarque que c'est navrant de voir des choses comme ça, surtout que la plupart du temps, ce n'est pas les syndicalistes qui font des choses, ce n'est pas les gens qui sont sincères.
c'est une bande qui brûle, qui font n'importe quoi. Et je ne suis pas sûre. J'ai entendu une jeune fille qui disait oui, on est là pour nos retraites. Elle a 20 ans, hein. 64 ans, mais ma pauvre fille, j'étais pour lui dire dans 40 ans d'ici, travaillera peut-être jusqu'à 80 ans, parce que comment qu'on fera quand il y aura 12 milliards de personnes sur la Terre, enfin bon, passons. Donc moi je trouve que les policiers, c'est normal qu'ils rétorquent, ils devraient rétorquer même plus fort que ça, ils reçoivent des pavés, ils poussent, on les voit comment qu'ils les poussent, comment qu'ils leur crachent à la figure, mais c'est affreux de voir des choses comme ça. Bien, et en plus, je voulais vous dire aussi que tout ce qui brûle, tout ce qui casse, c'est encore nos assurances, nous aux pauvres, au peuple, qui vont payer tout ça. Ça, c'est vrai que c'est nous qui paierons tous les dégâts. Oui, mais bon, c'est bien de défendre le peuple, mais en faisant des choses. Bon. Par exemple, 500 camions arrivent, entourent l'Élysée, ils ne peuvent plus sortir. Là, ça serait une belle action. Et nous, ça ne nous emmerderait pas. Bon, merci Yvette. Merci. Oui, en matière de maintien de l'ordre, le Conseil d'État a jugé illégal les méthodes d'interpellation, les systèmes d'ordre public qui avaient été mis en place en 2020. Quel est le fil conducteur du Conseil d'État? Il dit c'est la proportionnalité. C'est-à-dire tout se juge, tout se jauge en fonction des circonstances, etc. Vous dites, vous avez raison, parce que ce que vous dites est vrai, je le partage. Simplement, quand des policiers se mettent face à une manifestation, est-ce que c'est le bon moyen? Est-ce que finalement, le commandement sur ce point est suffisamment prudent pour pas exposer pour rien, parce que c'est là que le choc se fait. Oui, mais Jean-Pierre Mignard, quand vous avez devant une manifestation très bien encadrée, 1500 ou 2000, 1000, 1500, 2000 individus casqués, vêtus de noir, qui ne pensent qu'à une chose, c'est casser du fric. C'est ce qu'ils disent. À Paris, casser du fric. À Paris, c'était pas le cas hier. Et je vais vous dire, pardon Patrick, j'en ai pour une seconde. J'ai vu le rassemblement. Il y avait des dizaines de milliers de gens en place de l'Opéra. Les gens suffoquaient de ce que disait Patrick Baudouin était juste, suffoquaient sous les gaz. J'ai 2 de mes collaborateurs, 2 jeunes avocats qui étaient allés manifester, ils sont venus mais ils n'en pouvaient plus, ils disaient mais c'est insupportable ce qu'on a vécu. Donc ça, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Comprenez, j'attaque pas la police, c'est ridicule. Et puis, moi, je ne déteste pas la police. Je vais me permettre de répondre... Non, mais attends, j'en ai pour une seconde. Ce que je pense, c'est qu'à ce moment-là, on doit attendre. C'est-à-dire, donnez-leur des portes de sortie. Quand une foule est effrayée, monsieur, vous le savez bien, une foule est effrayée, elle devient paniquée, et la panique, c'est la peur. C'est la peur chez vous. Est-ce que c'est la foule effrayée qui a brûlé des poubelles? Est-ce que c'est la foule effrayée? Oui, enfin, les poubelles, on ne va pas non plus... Non, je suis d'accord avec vous. Je pense que les blessures humaines et puis le portail de la mairie de Bordeaux sont un peu plus importants. Oui, c'est un peu plus important. Attendez, Patrick Baudouin, attendez, je suis obligé d'observer une petite page de pub. Donc, je vous donne la parole, ne vous inquiétez pas. Et aussi à Jean-Christophe Couvi. Allez, vous êtes sur Sud Radio, chacun peut s'exprimer, vous le savez, il est 11h32. Il est 11h35. Bien, Patrick Baudouin, vous vouliez préciser certaines choses, allez-y. Oui, je voulais juste préciser, on est sur les Black Blocs, et évidemment c'est tout à fait condamnable, c'est très difficile à gérer, etc. Je voudrais juste dépasser ça pour dire que ce qui est très inquiétant, c'est que précisément dans la semaine écoulée, c'est le comportement de ceux qui manifestent, ou celles qui manifestent. Jusqu'à jeudi dernier, les syndicats contrôlaient bien les manifestations. Et personne ne voulait des Black Blocs. Enfin, on était contre toute violence dans la manifestation. Aujourd'hui, il y a un grand changement, c'est que les manifestants sont très jeunes. Et hier, il semblerait qu'il y ait eu pratiquement la moitié de manifestants à Paris qui étaient jeunes. Et ces jeunes, quand on les interroge, on leur dit, mais enfin, ça dégénère. Ils ne désavouent plus les violences qui sont commises par les Black Blocs, auxquels ils n'appartiennent pas, ces jeunes. Et c'est ça qui est très inquiétant, c'est cette adhésion à la violence. Voilà, cette adhésion à la violence. Cette tolérance. Tolérance de la violence. Tu as raison, ce n'est pas une adhésion, mais c'est une tolérance, et c'est extrêmement préoccupant, parce que si ça perdure, on ne sait pas jusqu'où cela va aller. Car de la tolérance, on peut passer à l'adhésion. Et il y a vraiment un vent de révolte, je crois, sous-estimé par le pouvoir, à moins que le pouvoir ne joue sciemment
politiquement le jeu du pourrissement, en espérant qu'on va arriver à des violences telles qu'il y aura un retournement de l'opinion. C'est un peu ce qu'on avait connu en mai 68, pour ceux qui ont connu cette époque. Je crains que ça ne soit son jeu. Pourquoi je crains ? Parce qu'au bout du compte, ça nous conduira au pire, c'est-à-dire à des gouvernements d'extrême droite. Voilà. D'extrême droite ou d'extrême gauche. Ou d'extrême gauche. D'extrême. Qui n'ont pas la majorité. D'ailleurs, c'est l'un des problèmes politiques, mais ça, on ne va pas ouvrir un débat politique. Mais c'est pour ça que je posais la question au début d'entretien. La violence est-elle un moyen de faire reculer le gouvernement ? C'est que je pense que dans l'opinion publique et chez certains jeunes, la violence est le moyen pour faire reculer le gouvernement. Oui, pourquoi ? Parce que rien n'a pu le faire reculer jusqu'à présent. Que le jeu on a un président qui est totalement discrédité, c'est une évidence. Un Parlement qui s'est auto-discrédité malgré tout, à travers par son comportement. Par son comportement général d'ailleurs. Général, oui. Tout parti. Donc qu'est-ce qui reste ? Il restait le mouvement populaire, le mouvement syndical, le mouvement social, et ce mouvement n'est pas entendu, n'est pas écouté. Ils se sont méprisés. L'interview de Macron a été à cet égard désastreuse. Il aurait voulu mettre l'incendie et jouer les pyromanes, il faisait pas mieux. Donc, à partir de là, s'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a plus que la solution de la rue. C'est pas suffisant quand on manifeste calmement. On passe à l'échelle supérieure, qui est une échelle violente. Et je pense qu'on est malheureusement dans cette logique pour l'instant. Il est grand temps de réagir. Alors effectivement, Christophe Couvi. Oui, effectivement, on a une société, nous on le voit en tant que policiers, on est des observateurs de la société en temps réel, et on voit que on a une jeunesse qui est très violente. On le voit d'ailleurs dans des quartiers sensibles, on le voit tous les jours, il y a des gamins de 14 ans. Ils ne sont pas là. Non, mais ils ne sont pas là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une violence de 13-14 ans de jeunes qui sont, qui est prégnante. Et donc effectivement, on a une génération de jeunes qui a une fascination pour cette violence. Et donc oui, c'est un terreau. Et moi je me dis encore une fois, les jeunes aujourd'hui qui sont qui tolèrent cette violence et qui disent après tout, si on n'est pas écouté, parce qu'à chaque fois le politique dit je vous écoute, je vous entends, mais derrière je ne change pas ma politique. Et donc les jeunes se disent effectivement, il y a que la violence qui va permettre peut-être d'arriver à nos fins, et ça va être un objectif pour atteindre quelque chose. Et c'est là où nous on tire la sonnette d'alarme, parce que les jeunes de 15, 16 ans, 17 ans aujourd'hui, dans 10 ans, ce sera des jeunes, j'allais dire des adultes matures, mais qui auront été habitués justement à ces mouvements de foule, de violence et de rébellion. Une info qui vient de tomber à l'instant, la visite du roi Charles III est reportée. C'est la décision vient de tomber. Qu'en pensez-vous? Tiens, vous réagissez à chaud. Je pense que c'est opportun, parce que vraiment... Patrick Baudouin. Oui, je pense que c'est opportun de reporter cette visite. Je pense, parce que c'était une raison supplémentaire de multiplier les sources de violence. Enfin, ça paraissait tellement anachronique par rapport à l'état du pays, bien sûr. Réaction, Jean-Pierre Mignard? Oui, c'est la sagesse, mais je voudrais insister, c'est pas mince quand même le roi d'Angleterre. Angleterre, hein. Mais l'Angleterre, c'est notre plus grand allié. C'est notre plus vieux pays allié. Voilà, c'est pas mince. L'Angleterre, dans notre histoire, c'est majeur. Et donc, c'est vrai que ça signifie, toutes ces affaires, signifie que c'est dorénavant, je veux dire, le statut européen, sinon même international de la France qui est en cause, car c'est... mais qui a annulé? Alors, savoir qui a annulé. Pour l'instant, je n'ai pas l'information. Ce matin, hier soir, M. Darmanin disait « Nous avons bien sûr tous les moyens d'accueillir le roi d'Angleterre ». Donc, je n'ai pas le sentiment que ça vienne tant de la France. Je pense que les Anglais, depuis plusieurs jours, sont très inquiets de ce qui se passe et n'ont pas envie d'un dîner à Versailles où il y a des milliers de manifestants, plus des policiers. Ça arrange tout le monde, remarquez. Ça arrange Emmanuel Macron aussi, non, ça n'arrange pas. Non, ça ne peut pas arranger. Vous vous rendez compte que nous sommes contraints de reporter la visite du roi d'Angleterre. Alors oui, en termes de maintien de l'ordre, etc., ça peut intéresser. Les policiers, c'est un soulagement. Mais pas en termes de statut du pays. Je pense que c'est une fragilisation supplémentaire de Macron. Et du pays. Et je pense que la décision, effectivement, comme tu le dis, elle est venue peut-être du côté anglais, ou en tout cas d'un commun accord. C'était très inquiet. Sûrement d'un commun accord. Sans doute d'un commun accord. De toute façon, si les Anglais disent « Vous ne pouvez pas assurer la sécurité de notre roi, donc il ne viendra pas », qu'est-ce que vous voulez, on prend acte.
Oui, mais c'est pour les forces de l'ordre, c'est un soulagement, Jean-Christophe Courbet. Soulagement, oui, parce qu'effectivement, nous, on a des remontées de nos collègues de terrain qui nous disent qu'ils sont épuisés, que ça fait vraiment... J'allais vous en parler. Oui, bien sûr, on est sur tous les fronts depuis 3 mois. Là, actuellement, depuis une semaine, tous les soirs dans Paris, c'est des scènes de guérilla. Les unités mobiles, CRS et gendarmes mobiles sont dispersés partout en province. Effectivement, là, il fallait retenir, bunkériser Paris et Versailles pendant encore pratiquement une semaine. Ce week-end, il y a Sainte-Soline, où on sait que ça va être ça va être encore un terrain d'affrontement. Les donc méga en fait, j'allais dire, on travaille à flux tendu depuis quelque temps. Et quand on doit prévoir une année avec des forces de l'emploi de forces mobiles, où il faut aussi des moments entre guillemets de repos, où on baisse un petit peu la pression, parce qu'on a besoin d'avoir des policiers affûtés, notamment il va y avoir la Coupe du Monde de rugby qui va arriver. L'année prochaine, il y a des événements internationaux avec les 80 ans du débarquement, il y a les Jeux Olympiques, il y a le parcours de la flamme olympique. Enfin, on aura besoin effectivement de toutes les forces de police. Et là, aujourd'hui, on est sur les rotules. Et on voit bien que ça ne va pas pouvoir tenir très longtemps. J'ai lu aussi sur les réseaux sociaux, mais pas que sur les réseaux sociaux, j'ai entendu, j'ai vu des manifestants demander aux forces de police demander aux forces de police de baisser armes aux pieds en quelque sorte, et d'ôter leur casque et toute leur protection. Est-ce que c'est possible ça ou pas, Jean-Christophe? Nous, alors effectivement, on a un job à faire. Alors on peut par exemple être contre la réforme, on n'a pas le droit de grève, mais en même temps, on est là aussi pour assurer vous pouvez manifester, mais vous pouvez pas faire grève. On peut manifester, on pose une journée de congé quand on a le droit, parce que les journées en ce moment sont contraignantes, et on peut aller manifester. Mais on n'a pas le droit de grève. En revanche, on est là on est gardien de la paix. Et donc, on doit garder cette paix sociale. Et notre job, effectivement, c'est d'être sur le terrain et de permettre à des milliers de personnes d'aller manifester tranquillement. Hier, moi, j'étais dans la foule. Et de protéger les biens. Hier, j'étais dans la foule, et effectivement, à un moment donné, les cortèges ne pouvaient plus avancer, parce qu'on avait 1000 Black Blocs qui étaient place de la République, et qui bloquaient le cortège, et qui affrontaient la police. Et donc, forcément, quand j'entends tout à l'heure, on dit oui, mais pourquoi est-ce que les manifestants n'avancent pas? Eh bien, on peut pas avancer parce qu'il y a des affrontements. Dès lors qu'on nettoie la place des Black Blocs, après le cortège peut continuer. En revanche, je pense qu'hier, l'exécutif avait sous-estimé le nombre de manifestants, tant en France périphérique que sur Paris, y compris l'arrivée du cortège place de l'Opéra, qui pour moi était vraiment une souricière, avec c'était très petit à manœuvrer, enfin pas beaucoup d'espace, et donc forcément, dès qu'il y a des lacrymos, tout le monde est gazé, et ça crée des problèmes. Je vous entends très bien, je remets en aucun cas tout ce que vous venez de dire. Maintenant, essayons d'être un peu imaginatifs. Vous voyez ce que fait la Ligue? C'est bien ce que fait la Ligue des droits de l'homme, elle a des observateurs. Lorsque la mort de Malik Oussekine, avec d'autres, j'avais créé les casques blancs. Oui. Et effectivement, alors une immense manifestation, on était 150 avec des casques, on était à la direction de la police, à la coordination nationale étudiante. Ça avait aidé à pacifier, ça a rassuré. Même les parents étaient contents, parce qu'on a des petits là-dedans. Alors, puisque le ministre n'est pas bon, il faut peut-être sur ce point que les syndicats, à leur tour, prennent leurs responsabilités. D'abord, lui dire que ça ne marche pas toujours comme il le pense, et que ça vous met inutilement en situation difficile, et que ça risque. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe pour les manifestants? Ils ne savent pas ce qui se passe. Pourquoi est-ce que des policiers avec des mégaphones, quand il se passe des choses comme ça, ne remontent pas les rangs, dire voilà ce qui se passe? Pourquoi? Il y a des Black Blocs devant. Non, mais devant, et oui, exactement. Mais pourquoi vous n'informez pas? Mais je vous assure, monsieur, et c'est pour le bien des policiers, le bien des manifestants, et le bien public et la paix sociale. Informez, reprenez et informez, parce que qu'est-ce qui se passe dans les rangs de manifestants? On ne sait rien, on reçoit du gaz, on est terrorisé. Informez-les, rassurez-les, que les syndicats prennent leurs responsabilités, organisez ça, personne ne vous le reprochera, et la population applaudira. Écoutez, je pense qu'il faut réconcilier la police avec la population. C'est vraiment extrêmement important, parce que à nouveau, on sent un fort mouvement anti-flic, et on est en présence avec vous. Mais certains l'utilisent, ce mouvement anti-flic, ne cachons pas les choses. Bien sûr. Quand à la France Insoumise, on dit la police tue, pardonnez-moi. Mais pardonnez-moi, je vais rebondir là-dessus. Je voudrais juste, si vous permettez, juste un mot. On est en présence d'un représentant des policiers, je trouve, avec lequel on a vraiment un discours. On n'est pas d'accord, mais un discours intelligent, un discours constructif. Il faut le dire, vous le savez, au sein des forces de police, il y a des syndicats beaucoup plus extrémistes aussi. Et qui contribue aussi à cette,
à ces difficultés entre la population et la police. Donc je crois, comme le disait Jean-Pierre, il y a des moyens d'améliorer le lien, et y compris en informant. Et je suis sûr qu'on se réunirait, d'ailleurs on devrait le faire, la Ligue, vous et un certain nombre de forces, pour essayer d'améliorer les choses. Et pas du tout dire la police tue. Moi, alors c'est un slogan que je déteste. Hein. Je le dis très franchement, je vous le dis. Hein. Je conteste parfois les dérives policières, mais je les mets d'ailleurs beaucoup plus sur le compte du pouvoir politique que sur le compte de la police, parce que la doctrine du maintien de l'ordre, c'est au pouvoir politique de la mettre en œuvre et de l'appliquer. Bien, il est 11h46, dernière pause, et nous terminons notre débat qui est très constructif et très instructif. À tout de suite. Bien, je voudrais terminer, parce qu'on voit beaucoup de feux. Encore une fois, on va rebondir sur ces images qui alimentent tout, finalement, qui alimentent les colères, qui alimentent... Bon, et ces images, avec ces poubelles qui sont incendiées, il y a quand même une co-responsabilité à Paris de la préfecture de police et de la mairie de Paris. Jean-Pierre Mignard. Oui, du président de la République, si vous voulez. Non, mais on est d'accord. La troisième responsabilité. Et du président de la République. Parce qu'alors, là, c'est effectivement compliqué, parce qu'il y a le droit de grève. Donc, dans ces conditions, quand il y a des manifestations, c'est vrai qu'il faut déblayer sur le parcours et toutes les rues adjacentes. Donc, mais comment se fait-il que ça ne soit pas déblayé? Parce que d'abord, il faut des gens pour déblayer. On évoque le fait que les éboueurs des sociétés privées seraient sur le point de se mettre en grève. Oui. C'est une rumeur qui circule, j'ai vu des bandeaux. Alors, bien évidemment, alors là, vous comprenez, la maire de Paris, elle est dans une situation insupportable, d'une certaine manière. Elle soutient le mouvement, et il faut qu'elle prenne des mesures de salubrité qui sont de sa responsabilité, comme celle du préfet. Et de sécurité comme celle du préfet. Alors, il faut tout ça. Alors là, on est arrivé à des stades où tous les pouvoirs deviennent impuissants. Pourquoi, M. Bourdin, ça devient impuissant? Parce qu'encore une fois, la protestation, le mouvement auquel on fait face, quasi-soulèvement, est tel que, pour ma part, je suis très jeune, je n'ai jamais connu ça depuis mai 68. Je n'ai pas dit que tout... Non. C'est pas comparable. Non, mais vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte, c'est-à-dire que, évidemment, les mouvements ont un peu avancé, plutôt que de rester des journées dans les entreprises pour faire grève. D'ailleurs, les gens ne le peuvent plus parce que leurs revenus sont tels que. Alors, finalement, le pays se trouve... on proteste, on multiplie les blocages, on manifeste par millions et par millions. Et je veux dire, on a un pouvoir sourd. Ce que disait Patrick Baudouin est vrai, c'est qu'à un moment donné, il faut que le pouvoir parle. C'est peut-être le Conseil constitutionnel qui, avec un sursaut de sagesse, après tout on les appelle les sages, qui va dire on va bloquer cette histoire. C'est le Conseil constitutionnel qui a les cartes en main aujourd'hui. Oui, peut-être pour des raisons. Alors peut-être pour des raisons non constitutionnelles. Je vais aller jusqu'au là, mais supérieures. Va dire il va falloir qu'on trouve effectivement une manière de bloquer. En sanctionnant une partie du texte. Oui, alors on peut trouver pour bloquer en partie cette course. Il y a une course à l'abîme. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Baudouin? Parce que c'est le Conseil constitutionnel qui aujourd'hui... sur le dernier point, moi je ne prendrai pas parti, si vous voulez, parce que c'est quand même un problème qui va rester juridique malgré tout, même si on sait toujours qu'on peut tirer le droit pour aller un peu vers la politique. Mais certains constitutionnalistes éminents estiment qu'il peut y avoir matière tout de même, soit annulation du fait de la procédure qui a été choisie, qui ne serait pas une procédure vraiment conforme, ou alors annulation d'une partie des dispositions du texte. Et c'est vrai que ça pourrait être peut-être un début de commencement d'apaisement. Bon, voilà. Mais on va attendre. J'ai lu avec intérêt ce qu'a dit ce matin Laurent Berger. Je ne sais pas si vous avez écouté, Laurent Berger était sur RTL, je crois, et il a dit, bon, maintenant, peut-être qu'on pourrait se donner 6 mois, revoir certains points du texte, notamment sur les seniors, c'était une porte ouverte un peu. C'est une porte ouverte pour retarder. Pour retarder, oui. Et donc pour apaiser, si tant est que le retard puisse apaiser. On se donne 6 mois de discussion. Oui, nous, on est prêt à discuter pendant 6 mois et on va peut-être modifier le texte. Bon, il n'a pas parlé du report de l'âge légal à 64 ans. Non, mais évidemment. Mais il ouvre une contourne. Voilà, il contourne ce point. Parce que ce qu'il faut rechercher aujourd'hui, c'est une possibilité politique alternative. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas, qu'on est dans l'impasse. Mais il n'y en a pas. Et Laurent
Laurent Berger, Patrick Baudouin. Il offre quand même justement une petite porte qui s'ouvre. Il n'y a pas de majorité bien sûr. Côté pouvoir et il n'y a pas de majorité côté opposition. Donc où est l'ouverture politique? Elle n'existe pas. C'est bien beau de dire on va dissoudre l'Assemblée nationale, mais c'est pas une solution de dissoudre l'Assemblée nationale. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre Mignard? Toujours, en effet, parce qu'en France, on n'aime pas du tout demander aux citoyens de parler, le peuple, etc. On fait des conventions citoyennes avec 100 personnes, mais on a très très peur, comme si c'était représentatif entre nous, mais on fait jamais de... On peut faire un référendum, oui, bien sûr. La gauche a pris l'initiative, on peut faire un moratoire, on peut décider que des questions vont être remises en cause, mais ça veut dire, premièrement, que le pouvoir ait un peu d'humilité sur ce qui a été sa conduite. Le début de tout, M. Bourdin, ce sera la sagesse et le début d'humilité du pouvoir. Jean-Christophe Couvi. Moi, déjà, ce qui m'interpelle, effectivement, c'est que vous savez, on a l'habitude, nous aussi, dans certains ministères, enfin, pratiquement tous, c'est-à-dire que la France est comme un véhicule dans lequel la boîte de vitesse, il n'y a pas de marche arrière. C'est-à-dire que dès lors qu'on a pris une décision politique, on fonce, y compris dans un mur, parce qu'on n'est pas dans, je veux dire, on devient dans une posture. Mais on est incapable. La culture du compromis, on ne sait pas ce que c'est. La coalition, on ne sait pas ce que c'est. Alors comment voulez-vous qu'on passe la marche arrière et qu'on dit, par exemple, on a reçu les syndicats, on a dialogué avec eux, on a pris ce que les syndicats nous ont donné. En fait, c'est faux. Oui, bien sûr qu'ils nous reçoivent. Bien sûr qu'on discute. C'est du monologue social. C'est-à-dire que nous, on fait des propositions. On dit très bien, merci de les avoir données. Maintenant, je vais vous expliquer comment on va faire. Et en fait, ils imposent leur vision. Et c'est toute une technostructure qui est en place. Et nous, souvent, on se heurte à ça. Avec une réforme qui, rappelons-le, n'est pas la même que celle qui avait été présentée il y a 4 ans. De surcroît. Bien sûr. Et qui a ajouté à la confusion. J'ajoute juste, il faut juste faire attention, parce qu'en 2011, en Italie, il y a une réforme de la retraite qui est passée comme ça au forceps. Et 10 ans après, il y a le gouvernement Meloni, avec des extrêmes. Oui, exactement. Et donc, c'est peut-être un jour ce qui va... Cette ministre du Travail qui est de centre-gauche, qui ne peut pas continuer sa conférence de presse, elle éclate en sanglots. Elle est connue, c'est impressionnant. Elle éclate, parce qu'on va demander des sacrifices aux travailleurs, c'est une femme de gauche, et elle éclate en sanglots pour dire « je suis en train de me renier ». Et je veux dire quand même, en ce qui concerne les lois, souvenons-nous Dominique de Villepin avec le CEP, c'est surtout Jacques Chirac d'ailleurs, qui dit « bon, on arrête, on promulgue pas ». Et François Mitterrand, l'école privée, hein. Parce que vous avez raison, mais en fait, Dominique de Villepin, il y avait une telle rivalité politique au sein même du gouvernement. Mais il y a toujours des rivalités politiques au gouvernement. Enfin, entre Villepin et Sarkozy, que d'accord, mais souvenez-nous, François Mitterrand et l'école libre, et l'école privée. Macron a manifesté un tel entêtement, puis alors tu parlais d'humilité, c'est quand même pas sa qualité première. Ça me fait repenser à Gérard Collomb qui parlait de l'hubris et qui est parti à un certain moment aussi. Et il est toujours dans cette logique. Alors il faudrait vraiment qu'il change radicalement et il n'en a pas donné les premiers signes. Bien, merci messieurs d'être venus nous voir, d'avoir discuté, d'avoir dialogué. Parce que c'est bien le dialogue. Il est 11h57, vous êtes sur Sud Radio. Il est 12h11 minutes, merci d'être avec nous. Thibaut Guilluy est notre invité, haut commissaire à l'emploi au ministère du Travail. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est très intéressant. Je suis très content de vous recevoir parce que on commence à en parler ici ou là dans les médias, mais ce sera un sujet important dans les semaines et les mois qui viennent. D'ailleurs, le président de la République en a parlé mercredi. Il a parlé d'emploi. Pôle emploi disparaîtra l'année prochaine. On est bien d'accord, hein? Pôle emploi va se transformer. Va se transformer. Mais Pôle emploi, le terme Pôle emploi va disparaître. Il n'y aura plus de Pôle emploi. Ça deviendra France Travail. Voilà. L'opérateur France Travail. Voilà. À partir de quand? Si les parlementaires le votent, à partir du 1er janvier 2024. À partir du 1er janvier 2024. Projet de loi quand? À l'été. Au printemps, à l'été. Voilà, il est en préparation, mais c'est parce que c'est un projet qui se construit avec énormément d'acteurs, hein, parce qu'on parle de Pôle emploi, mais en fait les questions d'emploi, c'est aussi les missions locales pour les jeunes, c'est l'APEC pour les cadres, c'est des associations, et donc en fait c'est un projet collectif qu'on est en train de bâtir depuis le mois de septembre. Et pourquoi ce projet collectif? Pourquoi ce projet France Travail à la place de Pôle emploi? Je vous entendais tout à l'heure parler de paradoxe dans votre introduction.
Aujourd'hui, d'ailleurs, on parle de tension de recrutement. Moi, je dis que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. C'est des opportunités d'emploi. Mais n'empêche que c'est quand même une difficulté pour toutes nos entreprises, les plus petites, les plus grandes, quels que soient les territoires, quels que soient les secteurs, elles ont des difficultés à recruter. Et de l'autre côté, si le chômage a baissé, on peut s'en réjouir. On est passé de quasiment 10% à presque 7%. On a quand même encore beaucoup de nos concitoyens qui ont des difficultés à trouver du travail. Et au milieu de tout ça, eh bien, en fait, c'est un océan de guichets. Et parce que l'emploi, c'est compliqué. C'est pas juste une offre d'emploi. Parfois, il faut de la formation. Parfois, il faut régler un problème de mobilité, de logement, de santé. Et en fait, on inflige notre complexité aux demandeurs d'emploi et aux patrons de TPE qui a autre chose à faire que d'essayer de comprendre à qui il doit s'adresser et de passer de guichet en guichet. Et donc, c'est à ce mal français auquel on a envie de s'attaquer. Et pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut qu'on s'organise. Il est temps qu'on s'organise les uns et les autres au service des citoyens. Et le citoyen qui moi, me préoccupe et qui préoccupe Olivier Dussopt, c'est celui qui cherche un emploi et c'est le chef d'entreprise qui cherche à recruter. Bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, Pôle emploi est déficient. On est bien d'accord. Mais il y a une déficience aujourd'hui. Manque d'accompagnement, manque d'écoute des chefs d'entreprise, de ceux qui proposent l'emploi. C'est là le problème. Oui, mais la déficience, pour être clair, elle est collective. Et sur Pôle emploi aujourd'hui, c'est un opérateur. Franchement, c'est un très bel opérateur qui a d'ailleurs, les entreprises, par exemple, qui passent par ces services, avant, elles étaient à peu près 50% à dire que ça fonctionnait bien. Maintenant, c'est 82-83%. Sauf qu'il y a encore plein d'entreprises qui passent pas par Pôle emploi et pour pouvoir recruter. Qui préfèrent le Bon Coin ou qui préfèrent, je sais pas, moi. Et dans les organisations, mais en fonction de... Derrière un demandeur d'emploi, et c'est vrai aussi, on en parlera peut-être pour les bénéficiaires du RSA, mais il y a plein de réalités différentes. Entre celui qui a envie de monter son entreprise et qui vient chercher peut-être un accompagnement, un coup de booster, celui qui a besoin de se former parce qu'il manque de qualification, celui qui sait déjà ce qu'il veut faire ou celui qui ne le sait pas, il faut pouvoir apporter un accompagnement personnalisé. Et c'est ça tout l'enjeu en fait sur l'emploi, la difficulté, c'est comment on fait du sur-mesure mais pour des millions de Français. Donc France Travail apportera un accompagnement personnalisé. Exactement. Mais comment allez-vous faire? Vous aurez suffisamment de personnes pour accompagner justement le chercheur d'emploi ou le chef d'entreprise qui propose l'emploi? Deux choses. D'abord, vous allez avoir tout à coup 2 fois plus de personnel, 2 fois plus de moyens? Oui, mais aujourd'hui, et d'ailleurs, ceux qui nous écoutent et qui cherchent un travail ou qui en ont cherché un le savent très bien, la perte d'efficacité liée au fait qu'on est ballotté d'un guichet à un autre, ça fait perdre du temps et des chances de s'en sortir pour les gens, mais ça fait perdre aussi un temps pas possible pour le conseiller de Pôle emploi, pour le travailleur social dans le département ou pour celui qui accompagne un jeune à la mission locale. Et donc c'est une question d'organisation. Il est temps qu'on s'organise collectivement. Alors comment concrètement ça va c'est la première chose, c'est que la transformation de Pôle emploi, c'est pas juste un changement d'enseigne, c'est que pour pouvoir travailler ensemble au service des gens, il faut s'organiser. Pour le moment, je dis des choses quand même un peu basiques. S'organiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être accueillir les gens dans des lieux... Enfin, nous, on voudrait faire du France Travail à moins de 5 km de chez soi. Et donc peut-être que les lieux... Des agences France Travail partout. Oui, mais qui ne sont pas forcément que celles de l'opérateur. On peut peut-être aussi s'organiser avec la mission locale, avec la collectivité pour faire en sorte que les services puissent être Chaque citoyen aura à 5 km de chez lui une antenne de France Travail. Le plus à proximité possible. La deuxième des choses, il faut un interlocuteur privilégié. Ce qui est le problème aujourd'hui, c'est que on va voir le premier rendez-vous, on voit Jean-Michel, le deuxième rendez-vous, on voit Ahmed et le troisième, Joséphine. Ça marche pas. Et donc, parce que c'est un parcours, en fait, le parcours vers l'emploi. Et donc, il faut une personne qui va vous accompagner et qui va vous emmener vers l'emploi, qui va cheminer en fonction de vos besoins. Il faut avoir plus de personnel. Est-ce que vous engagerez? Est-ce que vous embaucherez Alors, il y a une question. Vous, à France Travail, il y a une question. Il y a une question d'organisation pour mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Et donc, je rentre pas dans la technique, mais déjà, ne serait-ce, ça a l'air d'être bête, hein, mais les systèmes d'information, s'ils se parlent pas entre deux systèmes, c'est pas possible de coopérer. On passe notre temps à se dire, mettons-nous autour de la table et puis travaillons ensemble, mais entre un travailleur social du département qui va peut-être pouvoir apporter une réponse de logement à une personne qui a un sujet de logement et le conseiller Pôle emploi, comment voulez-vous qu'ils collaborent si les outils ne sont pas faits pour collaborer ensemble? Donc c'est tout ça qu'on va, va changer. Vous allez mettre le doigt sur l'insertion, sur la mobilité au travail, sur la formation. J'imagine. En fait, vous allez mettre en place un réseau, quoi. C'est ça. Un vrai réseau. C'est ça. Et ce réseau-là,
là, on parle des personnes, des demandeurs d'emploi. Mais on a un enjeu, c'est évidemment d'amener et de donner les meilleures chances possibles à chaque personne d'arriver à la porte de l'entreprise dans les meilleures conditions pour trouver l'emploi dont il a besoin. Et donc d'ailleurs aussi on investit sur la formation, on a investi massivement, on va continuer de le faire. Mais le deuxième sujet, c'est les entreprises. Parce que plus on se rapproche du plein emploi, parce que c'est ça aussi l'objectif, le plein emploi, eh bien ça suppose aussi que les entreprises recrutent différemment. Trop jeunes, trop vieux, trop handicapés, trop ceci, trop cela, ça ne marche plus. Et donc on va aussi accompagner les entreprises, les aider à évaluer leurs besoins, à sortir les offres d'emploi, à sélectionner les candidats, à former s'il y a besoin. On veut être le meilleur amirage des entreprises, mais par contre, on demande aussi aux entreprises d'ouvrir leurs portes à la diversité des talents. J'ai compris, Thibaut Guilhy. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, Pôle emploi ne s'occupe que des chercheurs d'emploi? Mais Pôle emploi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend? Que des chercheurs d'emploi. Pôle emploi ne s'intéresse qu'aux chercheurs d'emploi. Mais c'est parce que c'est sa mission aujourd'hui, c'est ça qu'on va changer. Sa mission aujourd'hui, c'est de s'occuper des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. Demain, vous parliez du RSA tout à l'heure. Il n'y a que 40% des bénéficiaires du RSA qui sont inscrits à Pôle emploi. Les 60 autres pourcents ne sont pas suivis par Pôle emploi. Demain, ce qu'on propose, main dans la main avec les départements, c'est que 100% des personnes dépourvues d'emploi soient inscrits à France Travail. Qu'on arrête d'avoir des trous dans la raquette à tous les étages. L'inscription à France Travail. Si je suis bénéficiaire du RSA, est-ce que je serai obligé de me signaler à France Travail? Oui, mais présenté comme ça, on dirait que c'est une obligation. Ah non, mais oui, c'est une contrainte. C'est une opportunité, bien sûr, on le dit. On sera obligé, mais ça sera conditionné. Mais ça sera systématique. Ça sera systématique. Pourquoi? Parce que il y a un droit, d'ailleurs, qui est déjà dans la loi. Normalement, chaque bénéficiaire du RSA a le droit à un accompagnement. Mais là, la Cour des comptes l'a dit. En moyenne, c'est 3 contacts par an, mail compris. Vous appelez ça un accompagnement? Un accompagnement, c'est avec une personne qui va passer du temps avec vous, qui va pouvoir faire des points, peut-être toutes les semaines, toutes les 2 semaines, et qui va... Donc si je suis bénéficiaire du RSA, avec France Emploi, je serai obligé d'être inscrit à France Emploi. France Travail, exactement. Il n'y a pas de souci. C'est pareil. Pour le moment, c'est pareil. C'est mieux encore même. Non, c'est pas mieux, non. Non, parce que France Emploi, mais France Travail. C'est donner l'opportunité. Donc je serai obligé d'être inscrit à France Travail. Il y a quoi comme idée derrière ça? C'est que... Mais non, mais c'est important ça, c'est important. Tout le monde peut accéder à l'autonomie. Parce que je vois les critiques déjà, je vous coupe, je vois déjà les critiques de la gauche qui va vous dire, mais vous obligez, c'est du travail forcé. Écoutez, vous savez, moi, pendant 20 ans, je me suis occupé d'insertion sociale et professionnelle. J'ai commencé, j'avais 23 ans, avec des sans-abri parisiens qui avaient parfois passé 15 ans à la cloche, comme on disait. Eh bien, même ces personnes-là, je peux vous dire qu'elles ne sont pas au bout du chemin, qu'elles ont une opportunité, et on crée des emplois pour elles. Évidemment, par contre, en fonction des difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, eh bien, il faut donner du temps au temps. Il faut peut-être commencer par régler des problèmes de santé avant de commencer à se précipiter sur le travail. Ça, on est bien d'accord avec ça. En revanche, de commencer à dire, écoutez, monsieur ou madame, vous êtes plus fait pour le travail, vous êtes incapable, vous n'avez plus de possibilités, ça c'est clair, nous, ces personnes n'est inemployable. Tout le monde peut avoir le droit à l'autonomie, la dignité par le travail, c'est ça le sens de France Travail. Alors, Thibaut Guilhy, donc je bénéficie du RSA, 598 €, je le rappelle, je bénéficie du RSA, je serai obligé d'être inscrit à France Travail et j'aurai dans mes obligations, dans mes devoirs, parce que droit et devoir, le droit c'est 598 € et d'autres droits. Et dans mes devoirs, je serai obligé d'effectuer 15 à 20 heures d'activité. Je dis bien d'activité par semaine. Mais pardonnez-moi. Quelle sorte d'activité? Toutes sortes d'activités. Pardonnez-moi, mais en 1988, quand Michel Rocard il crée le RMI, dans RMI, le I veut dire quoi? Insertion. On est d'accord. Et donc, en fait, le RMI, ça a toujours été d'abord comment on peut accompagner quelqu'un qui est dans la difficulté à retrouver un travail. Et ensuite, le revenu, c'est un revenu de sécurité. Pour avoir un minimum, on ne vit pas, c'est un revenu de subsistance d'ailleurs. 598 €, c'est pas suffisant pour pouvoir se projeter dans la vie. On est bien d'accord. Et donc, notre devoir de solidarité ne se limite pas à 598 €. Il est d'abord d'aider la personne à pouvoir reprendre confiance en elle et avancer dans la vie jusqu'à ce qu'elle ait un emploi et qu'elle puisse vivre de son travail.
Est-ce que ça va permettre de remettre à l'emploi des personnes qui effectivement sont parfaitement marginalisées parce qu'elles sont au RSA depuis très longtemps. Il y a des personnes qui sont au RSA depuis très longtemps. Mais il y a même des personnes qui sont au RSA depuis l'invention du RMI en 1988. Mais ça, c'est l'expression de notre faillite collective. Sachez quand même qu'au bout de 7 ans d'entrée dans le RMI, il n'y a que 11% des personnes qui ont retrouvé un emploi durable. Est-ce que c'est leur faute? Non, c'est notre problème. Aujourd'hui, quel est le pourcentage des personnes qui sont au RSA qui retrouvent du travail? 11% au bout de 7 ans en emploi durable. Au RSA, 11% au bout de 7 ans. Oui, et pourquoi? Mais pour des choses assez basiques. Justement, quand on dit les 15-20 heures et l'accompagnement, mais bien sûr qu'il faut investir dans l'accompagnement. Qu'est-ce qu'on fait là dans les 19 territoires pilotes, par exemple? Là, on a identifié 19 départements sur lesquels ce que je suis en train de vous raconter, on est en train de le tester et de l'apprendre. On a vu ça dans l'Aveyron à Decazeville hier. Exactement. J'y étais dans l'Aveyron il y a pas plus de 10 jours. Super équipe. Oui. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, maintenant, on va aller voir tous les bénéficiaires du RSA. Ceux qui viennent d'arriver, mais aussi ceux qui y sont depuis parfois 5, 10, 15, 20 ans. On va prendre le temps avec eux de faire un point sur leur situation, leurs besoins, leurs difficultés, mais aussi leur potentiel. Parlons des potentiels des gens. Et ensuite, on joue collectif, ce que je vous disais sur France Travail. Si chacun fait dans son coin, le département fait l'aide sociale, la région s'occupe de la formation et puis Pôle emploi d'accompagner à la recherche d'emploi, ça marche pas. Ça ne marche pas. Donc on s'organise ensemble pour apporter la bonne solution au bon moment aux bénéficiaires du RSA et aux demandeurs d'emploi de manière générale. Et les 15 heures, 20 heures d'activité, j'ai entendu tout un tas de caricatures dessus, mais c'est absolument ridicule. Les 15 ou 20 heures, c'est quoi? C'est que derrière un parcours, il y a besoin parfois de faire des expériences, de faire des stages, des immersions dans l'entreprise, de faire des qualifications, de passer une formation, de passer un permis de conduire. Il y en a un certain nombre qui ne maîtrisent pas bien la langue, et de pouvoir faire cette formation-là, d'accéder à la santé. Tout ça, ça rentre dans les 15 ou 20 heures. Et si on ne fait pas ces 15-20 heures d'activité, on est radié. On touche plus les RSA. Mais si on ne s'engage pas, c'est déjà, il n'y a même pas besoin de changer la loi. Bon. C'est déjà une obligation aujourd'hui de signer un contrat d'engagement. C'est vrai. Simplement, c'est une obligation théorique, comme on fait souvent. On crée une loi, on dit qu'on va faire un accompagnement, on ne le fait pas et on s'en contente. Et là, nous, on dit, c'est pas spécialement la loi. C'est juste qu'il y a un vrai engagement auprès de chaque bénéficiaire du RSA de faire un bout de chemin avec eux. Dernière question, combien de bénéficiaires du RSA aujourd'hui en France? Pas loin de 2 millions. Pas loin de 2 millions. Exactement. Comment allez-vous accompagner 2 millions de personnes, pas loin de 2 millions de personnes, pour leur permettre de retrouver et vous savez, c'est le meilleur, la voie du travail? C'est le meilleur investissement qu'on puisse faire pour le pays. Le meilleur investissement d'abord pour ces personnes-là. Parce que ce qui est démontré, c'est que quand on accompagne les gens, ils reviennent à l'emploi. Oui. Ça marche. On l'a fait avec les jeunes. Oui, mais est-ce que vous aurez les moyens humains et financiers? On l'a lancé avec Elisabeth Borne et j'étais hier avec le ministre Olivier Dussopt pour les 1 an du contrat d'engagement jeune. Oui. C'est exactement la même chose. On a dit les jeunes qui sont sans formation, sans études, sans emploi. La France était un des pays qui était le plus en retard sur la prise en charge de ces jeunes qui étaient un petit peu, je dirais, en grande difficulté. Eh bien, on a créé le contrat d'engagement jeune. Un revenu, mais surtout un accompagnement, un point de contact toutes les semaines et les fameuses 15 ou 20 heures. Vous savez ce qu'ils nous disent, nous les jeunes ? Merci. Ils sont déjà plus de 300 000 depuis le 1er mars à avoir signé un contrat d'engagement jeune. 77% ont retrouvé un emploi. Donc 47% déjà en emploi durable. Et c'est ça qu'on propose de faire pour toutes les personnes qui en ont besoin. Et ça, oui, c'est un investissement. C'est vrai qu'il y a un coût d'accompagnement, mais derrière, c'est des personnes qui vont retrouver un emploi. Et donc les entreprises qui cherchent, elles vont pouvoir avoir des talents pour pouvoir continuer de se développer. Et ça, c'est le cercle vertueux. Nous, ce qu'on veut, c'est un choc de l'insertion. L'allocation, ça suffit pas. Ce qui compte, c'est l'insertion. Et c'est ça que nous demandent les gens. Merci Thibaut Guilhuy, merci d'être venu nous voir. Nous aurons l'occasion de reparler de cette initiative, évidemment. Merci, 12h27.